Quand j'avais 7 ans, j'ai eu une expérience terriblement effrayante que je n'oublierai jamais. Je m'étais levée à 8 heures comme d'habitude, mais en me redressant, j'ai remarqué que quelque chose était différent. Il faisait vraiment très froid et j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Quand je me suis tournée vers le lit de ma sœur, j'ai vu quelque chose qui m'a fait hurler de terreur. Il y avait 2 têtes flottant en l'air. La première était celle d'une vieille femme avec de longs cheveux noirs et des yeux verts, et l'autre était celle d'un vieil homme chauve aux yeux bleus. J'ai hurlé à nouveau et j'ai couru voir ma mère. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et j'ai vu au même moment un homme à la porte. Je ne me souviens pas à quoi il ressemblait, mais j'ai crié et je me suis jetée dans les bras de ma mère lorsque je l'ai vu. J'étais en larmes à ce stade, et elle m'a regardée alors que je lui pointais la porte sans lui expliquer pourquoi. Mais elle a instantanément su de quoi j'avais peur, et elle a parlé en direction de la porte. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, j'étais bien trop terrifiée pour écouter. Tout ce que je voulais était être ailleurs. Après ça, il ne s'est plus rien passé de similaire, jusqu'à mes 13 ans. Je rentrais après être allée chez mon amie, et j'étais très fatiguée. Je suis allée dans ma chambre, j'ai éteint les lumières, et je suis allée me coucher. À 4 heures du matin, je me suis soudainement réveillée sans raison. Et lorsque j'ai regardé vers la porte, j'ai vu ma mère regardant ma sœur. Elle avait des yeux sans vie, ce qui m'a tout de suite rappelé l'incident de quand j'avais 7 ans. Les têtes avaient les mêmes yeux sans vie que ma mère, sauf que les siens étaient rouges et semblaient malveillants. J'ai tout de suite su que ce n'était pas ma mère. Je me suis cachée sous les couvertures en priant pour que cette chose disparaisse. Mais quand j'ai de nouveau regardé, elle était toujours là. J'ai prié à nouveau, et elle a fini par disparaître. Elle s'était littéralement volatilisée. Je l'avais vue de mes propres yeux. Elle avait faibli et faibli jusqu'à ce que je ne puisse plus la voir. J'ai repris mes esprits, et j'ai couru raconter à mes parents ce que je venais de voir. Ils m'ont cru, et ils m'ont dit que si je n'arrivais plus à dormir, je pouvais regarder la télé ou juste rester réveillée. Je les ai remerciés et je suis allée dans le salon. J'ai 14 ans maintenant, et j'ai reparlé à ma mère de l'incident qui s'était produit il y a maintenant 7 ans. Quand je lui ai décrit les têtes, elle a semblé très surprise et confuse. Et lorsque je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a dit que ma description correspondait à la perfection à celle de mes grands-parents décédés. Je ne sais pas si c'était réellement mes grands-parents, ni qui était cet homme à la porte. Je m'en rappelle aussi clairement que si c'était hier. Cette histoire s'est passée quand j'étais au lycée, où se trouvait également dans la même zone l'école maternelle, primaire, le collège et même l'université. C'était une très grande école, et se perdre parfois était inévitable. À cette époque, j'étais avec mes amis, Ruby, Erin et Cécile. Je faisais partie du club de maths dans notre campus, et notre salle dédiée avait été transférée à l'école primaire, parce que celle que nous utilisions habituellement était en travaux. C'était étrangement calme alors que nous traversions une longue allée bordée par un énorme chêne. L'arbre était très vieux, et je me souviens que je passais toujours devant en maternelle. Un frisson m'a parcouru le dos alors que nous passions devant, et je me sentais même un peu étourdie, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. En approchant de notre salle, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup d'agitation. Des élèves étaient en dehors de leur classe, et leur enseignante faisait de son mieux pour les calmer tout en les dirigeant vers une autre salle. On s'est toutes les 4 regardées, curieuses de savoir ce qui se passait. Nous nous sommes mises d'accord pour aller voir de plus près. En nous approchant, un nouveau frisson m'a parcouru le corps, et mes yeux se sont écarquillés en entendant les bruits. Venant d'une salle de classe, il y avait des énormes grognements et des coups sur la porte. Nous étions pétrifiés. Cécile a dit à Erin de regarder par la fenêtre. C'était la plus courageuse de nous toutes qui étions paralysées. Erin s'est donc avancée, et j'ai immédiatement vu l'horreur se peindre sur son visage. Malgré la peur, la curiosité était irrésistible. Avec les cris assourdissants à l'intérieur, nous voulions toutes savoir ce que c'était. J'ai donc avancé, et ce que j'ai vu m'a fait lâcher mon sac d'horreur. Il y avait une fille attachée à une chaise dans une salle sombre, criant de toutes ses forces. Les professeurs la maintenaient pendant que l'un d'eux ordonnait au démon en elle de sortir. Mes dents se sont mises à claquer de peur alors que la sceptique en moi disparaissait. La scène était terrifiante, pire que celle des films d'horreur qui me faisaient peur la nuit. C'était traumatisant de la voir dans la vie réelle. Nous étions en train de reculer, lorsque la fille a cité nos noms un à un en riant hystériquement. Ses cheveux ont bougé de son visage, et nous nous sommes retrouvés face à face. Ses yeux étaient tout blancs, elle était pâle, et de la bave coulait de sa bouche anormalement ouverte.
Une des enseignantes est sortie de la pièce et nous a crié de nous en aller. Et nous nous sommes enfuis en courant. Plusieurs jours plus tard, la nouvelle s'est répandue. Et tout le monde sur le campus a su ce qui s'était passé. Ils ont dit que la fille avait joué près du grand chêne et avait mis en colère les fantômes y vivants. Nous n'arrivions toujours pas à croire à ce qui s'était passé. Mais une chose est certaine. Ce souvenir est gravé dans ma mémoire pour toujours, me rappelant que la curiosité peut parfois mener au danger. Il y a votre contentise aussi. Il y a quelques années, Alex a emmené sa famille dans un chalet près d'un lac pour célébrer une réussite dans son travail. Au milieu de la nuit, sa femme l'a réveillé en le secouant assez violemment et lui a dit que quelqu'un frappait fort à la porte. Alex s'est demandé qui diable viendrait frapper à la porte de leur chalet au milieu de la nuit et il s'est levé pour aller voir. Sa femme lui a dit de prendre leur bête, mais il lui a dit qu'il n'en aurait pas besoin. La personne n'arrêtait pas de frapper et il a fini par ouvrir. C'était un enfant qui se tenait là. Alex lui a demandé ce qu'il faisait là, mais le garçon s'est mis à courir. Il l'a aussitôt suivi, laissant sa femme seule avec les enfants. Le garçon continuait de courir, jusqu'à ce qu'il trébuche et qu'Alex l'attrape enfin. Il lui a demandé pourquoi il frappait à leur porte au milieu de la nuit, et le garçon a répondu « Parce que mon oncle m'a dit de le faire ». Surpris, Alex lui a demandé pourquoi. Le garçon a hésité, puis il l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Pour te faire sortir de la maison ». Au même moment, il a entendu sa femme hurler d'horreur, puis des bruits de course juste derrière lui. Il s'est retourné pour voir 4 hommes masqués courir à toute vitesse vers lui. Il a immédiatement écarté le garçon et s'est précipité vers le chalet, d'où sa femme sortait en tenant une batte, prête à l'utiliser. Alex lui a hurlé de rentrer et d'appeler la police. Les hommes le pourchassaient et n'étaient qu'à quelques mètres derrière lui. Il a réussi à s'engouffrer dans une cachette, a sorti son téléphone et a appelé la police. Lorsque les agents sont arrivés, ils lui ont dit que les hommes masqués avaient forcé leur voiture et volé ce qu'il y avait dedans, y compris des papiers. Alex se demandait avec horreur qui étaient ces hommes, et ce qui lui serait arrivé s'ils avaient réussi à le rattraper. Il savait que la situation aurait pu être pire. Ils auraient pu entrer dans le chalet et faire du mal à sa femme et ses enfants. Après cette nuit-là, ils ne sont plus jamais allés là-bas. Contentise cacao. Cette histoire nous vient de Sam. C'était en août 2001. Il avait 15 ans et accompagnait son père qui rendait visite à son ami dans sa nouvelle maison. L'ami de son père, que nous allons appeler Rick, venait d'emménager dans cette maison il y a quelques semaines. Son père voulait voir Rick pour lui donner un coup de main avec les rénovations et décorations, car c'était une maison... Tu sais le taxi, maman. Le taxi, le facteur. À quand on a mené des fruits pour boire, des fruits de fraises et roses. Et demain, cacao et contentise. Ok? C'est ancienne. Sam est anglais, et les vieilles maisons n'étaient pas ce qui manquait dans son pays. Rick avait acheté une sorte de château antique perdu dans une forêt. La bâtisse donnait déjà la chair de poule à Sam. Quoi qu'il en soit, ils ont fini par arriver. Eric et sa femme les ont invités à entrer. Son père et Rick sont aussitôt partis dans le garage pour discuter des travaux à faire. Et Sam est resté avec Georgina, la femme de Rick, et leur nouveau-né, Junior. Georgina a demandé à Sam d'aller chercher du lait dans la cuisine pour le bébé. Et en garçon poli qu'il était, Sam a accepté, même si la maison lui faisait déjà très peur. Il est arrivé dans la cuisine, et la première chose qu'il a remarquée était une trappe dans un coin. Incapable de résister à la curiosité, il l'a ouverte. Une affreuse odeur a aussitôt rempli la cuisine. On aurait dit une odeur de fumier mélangée à du vomi. Soudainement, une grosse main avec de longs doigts l'a attrapé. Paniqué, il s'est mis à la frapper sans relâche. Et une autre main attrapée la sienne a essayé de l'entraîner dans l'ouverture. Il a hurlé à l'aide, et brusquement, des yeux violets sont apparus dans l'obscurité de la trappe. Des yeux démoniaques. Son père est arrivé en courant, et les mains ont aussitôt disparu. Il avait des éraflures sur le bras, qu'il a passé sous de l'eau froide pour les soulager. Son père lui a demandé ce qui s'était passé, et Sam a répondu qu'il y avait une sorte de démon dans la trappe. Étonné,
Rick et lui ont pris des lampes et sont allés fouiller le sous-sol. Il n'y avait rien là-bas. Ils ont fini par appeler la police pour fouiller toute la propriété, mais ils n'ont rien trouvé non plus. Lorsqu'il est rentré, Sam s'est directement mis devant son ordinateur. Il s'est avéré qu'un homme avait été abattu là-bas lors d'un accident de chasse, en 1770. Mais Sam en était convaincu. Les mains qu'il avait vues n'étaient pas celles d'un homme. Rick vit toujours là-bas, et au cours des 18 dernières années, il y a eu de nombreux phénomènes étranges. Sam espère juste que la personne ou la chose qui hante cette maison disparaisse. Ah! Quelle agréable façon de commencer ma garde à 3 heures du matin à l'hôpital. S'est dit Lucas. En effet, la première chose qu'il avait faite en s'asseyant était de se couper le doigt avec une feuille. Et bien qu'il travaillait dans l'un des plus grands hôpitaux de la région, il ne réussissait pas à trouver un seul pansement. Il a essayé de ralentir le saignement en suçant le sang, tout en fouillant son tiroir pour trouver le fameux pansement. Il a fini par en trouver un, violet. Lucas était un réceptionniste d'hôpital, et son travail consistait simplement à accueillir les gens, gérer les rendez-vous et être présentable. Ou en tout cas, aussi présentable qu'un homme de 30 ans n'ayant pas dormi puisse être. Cette nuit-là, il n'y avait que lui et quelques infirmières dans l'étage. En dehors de cela, le silence était quasi total, si ce n'était la violente pluie à l'extérieur. Profitant de l'absence de patients, Lucas s'est laissé tomber sur son vieux fauteuil inconfortable, terrassé par la fatigue, et s'est perdu dans ses pensées en contemplant son pansement. Il écoutait la télé accrochée à un coin de l'accueil d'une oreille. Les autorités déclarent que la femme a été vue sur l'avenue Cédar. Il a levé les yeux pour voir s'il montrait des images de cette femme étrange, mais il n'y en avait aucune. Encore une autre personne folle sans nom et sans visage dont on doit se méfier. Pas effrayant du tout. Les autorités signalent également que la femme se baladait en posant aux gens des questions très bizarres. Lucas est retourné à son travail et a essayé de se concentrer, mais il continuait toujours d'écouter la présentatrice d'une oreille alors qu'elle poursuivait. L'avertissement suivant nous a été envoyé par un membre anonyme du gouvernement. Écoutez-moi attentivement. Peu importe ce qu'elle vous demande, répondez toujours non. Ne répondez jamais oui, sous aucun prétexte. Les autorités n'ont pas expliqué pourquoi, citant des questions de confidentialité. La police demande que vous appeliez les secours si quelqu'un vous semble suspect. Lucas s'est dit que ce commentaire était très étrange, mais il pensait que plus rien ne pouvait lui faire peur. En travaillant dans cet hôpital, il pensait avoir tout vu. Sous les flashs rouges rubis des ambulances, il avait vu des gens entrer avec des bras, des jambes et des doigts coupés. Des personnes ayant réussi à s'arracher les yeux. Des tentatives de suicide et bien plus encore. Il s'y était habitué. Sa tête était pratiquement enfoncée dans son bureau alors qu'il remplissait de la paperasse. Et c'est là qu'il a entendu quelque chose de très discret, au début. Le bruit venait des portes d'entrée automatiques. Elles s'ouvraient et se fermaient, claquant l'une contre l'autre en faisant un bruit odieux à chaque coup. La lumière faible entourant son bureau s'est mise à vaciller en continu. Bonsoir. Il a dit, assis en sécurité derrière son bureau. Seul le vent sifflant a répondu. Bonsoir. Il a dit à nouveau. Il s'est senti obligé de vérifier si quelqu'un était là, car ça pouvait être un blessé ou un malade qui avait besoin de soins immédiats. Il s'est donc levé à contre-cœur et s'est dirigé vers la porte. Il a failli glisser et s'ouvrir le crâne par terre, car le sol de l'entrée était presque inondé par la pluie. Il a remarqué des traces de pas, des traces de chaussures mouillées qui semblaient entrer dans l'hôpital puis ressortir. Lucas s'est tenu près des portes, a sorti sa tête et a regardé dehors. Tout ce qu'il a pu entendre était des sirènes distantes et des klaxons. La pluie s'est amplifiée. Il est retourné s'asseoir, mais sa paix a été brisée quelques instants plus tard. Les portes automatiques ont recommencé, s'ouvrant et se fermant, claquant à chaque passage et faisant entrer encore plus de pluie. Mais cette fois-ci, Lucas a entendu de légers pas avancer vers lui, s'approchant de plus en plus.